Nous avons déjà vu le rapport de la CIA prévoyant le monde en 2020 et 2025 sur la chaîne. Et ce qu'ils ont eu juste et ce qu'ils ont eu faux, avec un taux de réussite curieux. Mais qu'en est-il de 2030 ? Qu'est-ce qu'en 2012, ils pensaient qu'il allait se passer en 2030 ? Découvrons ensemble la vision du futur selon l'agence de renseignement des États-Unis dans cette vidéo. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo avec tout le monde que vous connaissez. Et envisagez de devenir membre en cliquant sur « Devenir membre ». Vous bénéficierez d'un accès anticipé d'1 mois aux vidéos, ainsi qu'aux lives et aux groupes exclusifs sur Telegram. En plus, vous aidez la chaîne à continuer d'exister. Le prix est très bas, ça coûte à peine une brique de lait. Et en plus de tous ces avantages, vous garantissez que le projet de géopolitique mondiale continue de vivre. Je m'appelle Adélion Pétat et voici la chaîne Géopolitique mondiale. Selon la CIA, le monde de 2030 sera très différent de celui de 2012. En rédigeant le rapport, jusqu'en 2030, ils estimaient qu'aucun pays, y compris les États-Unis, la Chine ou d'autres grandes nations, ne deviendrait hégémonique. L'autonomisation des individus et la diffusion du pouvoir entre les États et des États vers des réseaux informels allaient avoir un impact énorme, renversant en grande partie l'ascension historique de l'Occident débutant en 1750. Rétablissant le poids de l'Asie dans l'économie mondiale et inaugurant une nouvelle ère de démocratisation, tant au niveau international qu'au niveau national. Ainsi, il prévoit 4 méga-tendances qui seraient des séismes géopolitiques, 6 facteurs de changement majeurs et 4 types potentiels de monde à la fin de cette période. Ainsi, en commençant par les méga-tendances, nous avons ce qu'ils pensaient être l'autonomisation individuelle, qui allait s'accélérer au cours des 15 ou 20 années suivantes, c'est-à-dire entre 2027 et 2030. En raison de la réduction de la pauvreté et d'une énorme croissance de la classe moyenne mondiale, avec un niveau d'éducation plus élevé et de meilleurs soins de santé. Pour la première fois, la majorité de la population ne serait pas appauvrie. Les classes moyennes constitueraient le principal secteur social et économique dans la plupart des pays du monde. Ils considèrent de même cet empowerment individuel comme la méga-tendance la plus importante, car elle est à la fois la cause et la conséquence de la plupart des autres tendances que nous verrons ensuite. Y compris l'expansion de l'économie mondiale, la croissance rapide des pays en développement et la large exploitation des nouvelles technologies de communication et de production. D'une part, dans cet Analiantcha, nous verrions le potentiel d'une plus grande initiative individuelle comme la clé pour résoudre les défis mondiaux croissants, et d'autre part, dans Sanchamakan, dans un changement tectonique, géopolitique. Des individus et de petits groupes qui auraient un meilleur accès à des technologies létales et perturbatrices, notamment grâce à l'accès à des frappes de précision, des outils cybernétiques et des armes de bioterrorisme, permettant de perpétrer des actes de violence à grande échelle. De quelque chose qui, jusqu'à présent, aurait été monopolisé uniquement par les États. On peut voir que cette prévision, même en étant encore en 2024, s'est trompée. Aujourd'hui, on observe partout un net recul du pouvoir individuel face aux gouvernements autoritaires. Ils essaient de centraliser et de monopoliser le pouvoir économique, ou essaieront-ils de le monopoliser en partenariat avec de grands conglomérats économiques ? Et avec les crises économiques survenues au cours de la seconde moitié des années 2010 et au début des années 2020, la classe moyenne mondiale a reculé. Dans la deuxième méga-tendance, nous aurions la diffusion du pouvoir, car l'Asie aura dépassé l'Amérique du Nord et l'Europe réunie en termes de puissance globale. Selon le produit intérieur brut, la population, les dépenses militaires et les investissements technologiques, la Chine dépasserait probablement les États-Unis en tant que première économie mondiale avant 2030. Dans un changement géopolitique, la santé de l'économie mondiale serait de plus en plus liée à la performance du monde en développement. En plus de la Chine, l'Inde et le Brésil, des acteurs régionaux tels que la Colombie, l'Indonésie, le Nigeria, l'Afrique du Sud et la Turquie gagneraient en importance pour l'économie mondiale. Pendant ce temps, les économies de l'Europe et du Japon continueraient probablement leur lent déclin relatif. Ici, en effet, il semble qu'ils aient raison. Bien qu'il ne soit pas probable que la Chine dépasse les États-Unis avant 2030, cela n'a pas d'importance, car l'économie des pays asiatiques combinés va surpasser celle des États-Unis et de l'Europe. Non seulement la Chine mérite d'être mise en avant, mais aussi le Japon, le Vietnam, la Corée du Sud, l'Inde, l'Indonésie et la Malaisie, qui montrent également de bonnes perspectives économiques.
La troisième méga-tendance serait les tendances démographiques. Il pensait que, dans le monde de 2030, la population mondiale atteindrait environ 8,3 milliards de personnes, et elle serait sans basée sur 4 tendances démographiques. Le vieillissement étant un changement géopolitique, aussi bien pour l'Occident que pour la majorité des pays en développement, un nombre encore important mais en diminution de sociétés et d'États jeunes. La migration devenue une question majeure ainsi que l'urbanisation croissante. Un autre changement tectonique qui stimulera la croissance économique mais pourrait imposer de nouvelles pressions sur les ressources alimentaires et en eau. Les pays vieillissants seront confrontés à un énorme problème pour maintenir leur niveau de vie. La demande de main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée stimulerait la migration mondiale, et à cause de l'urbanisation rapide dans les pays en développement. Le volume des constructions urbaines pour le logement, les espaces de bureaux et les services de transport. Au cours des 40 prochaines années, c'est-à-dire jusqu'en 2052, il pourrait être à peu près égal au volume total de telles constructions réalisées jusqu'à présent dans l'histoire mondiale. Jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire en 2012, cette prévision s'est également révélée correcte. Le vieillissement de la population s'est accéléré et ne sera pas inversé rapidement. L'augmentation de l'immigration a également augmenté, précisément sous prétexte d'inertie et de besoin de main-d'œuvre, bien qu'au lieu de devenir de la main-d'œuvre et d'induire la productivité. La migration a augmenté la criminalité dans les pays qui ont accueilli des immigrants à grande échelle, et elle est devenue, au lieu d'une richesse, la cause de frictions ethniques, culturelles et religieuses d'autant qui semblaient être en train de disparaître, en plus d'un endettement accru de l'État à cause des aides sociales. Et l'urbanisation ? Cela semble également être un phénomène qui va s'accentuer jusqu'en 2030. La quatrième méga-tendance est le lien grandissant entre alimentation, eau et énergie. Il prévoyait une hausse de la demande en aliments, eau et énergie d'environ 35%, 40% et 50% respectivement, en raison de l'augmentation de la population mondiale et des modes de consommation d'une classe moyenne en expansion. Ce qui entraînerait une dégradation environnementale accrue, aggravant les perspectives de disponibilité de ces ressources qui sont essentielles. Il ne croyait pas, on ne croyait pas qu'il se dirigeait vers un monde de pénurie. Mais les décideurs politiques et leurs partenaires du secteur privé allaient être de plus en plus poussés à être proactifs pour éviter ce futur de pénurie. De nombreux pays n'auront probablement pas les moyens d'éviter la pénurie de nourriture et d'eau. Sans aide extérieure, aborder les problèmes liés à une marchandise ne sera pas possible sans affecter l'offre et la demande des autres marchandises. L'agriculture dépend fortement de l'accès à des sources d'eau adéquates, tout comme des engrais riches en énergie. L'hydroélectricité est une source majeure dans certaines régions, tandis que de nouvelles énergies risquent d'accentuer la pénurie alimentaire. Il s'inquiétait de la productivité agricole en Afrique qui nécessiterait un changement radical pour éviter la pénurie. Alors que l'Asie et l'Amérique du Sud allaient réaliser de grandes améliorations dans la production agricole. Cela pourrait également conduire à ce que les États-Unis deviennent indépendants sur le plan énergétique. Les États-Unis sont redevenus le premier producteur mondial de gaz naturel et ont porté la durée de leurs réserves de 30 à 100 ans grâce aux technologies d'Orae de fracturation hydraulique et aux nouvelles technologies mentionnées de forage dans des gisements de pétrole difficiles d'accès. Cela pourrait entraîner une forte réduction du solde commercial net des États-Unis. Cette prévision s'avère également correcte. Dans le cas américain, dans les années suivantes, nous verrions les États-Unis devenir autosuffisants en pétrole grâce au schiste. En ce qui concerne les game changers, le premier est l'économie mondiale sujette aux crises. Car l'économie mondiale comptera toujours des économies régionales et nationales évoluant à des rythmes variés. Cela aggrave les déséquilibres mondiaux et met la pression sur les gouvernements et le système international. L'absence d'une puissance économique hégémonique clairement établie va accroître la volatilité et l'instabilité. Et il est peu probable que l'on assiste à un retour au taux de croissance d'avant 2008 et au schéma de mondialisation rapide des décennies suivantes, c'est-à-dire la décennie 2020. De plus, la reprise économique pourrait être freinée par le vieillissement des populations occidentales, qui ne bénéficieront pas du bonus démographique d'après-guerre. La productivité devra augmenter pour compenser le ralentissement de la croissance. La main-d'œuvre et la technologie seront essentielles pour éviter un long ralentissement économique.
Cette prévision s'avère également correcte, pour l'instant étant seulement aggravée par la crise du Covid et la crise causée par la guerre en Ukraine. Le deuxième facteur déterminant serait le fossé de gouvernance. Il prévoyait Pang que, dans les 15 à 20 années suivantes, le pouvoir mondial serait plus diffus, avec davantage d'acteurs étatiques et non étatiques impliqués dans la gouvernance. La diversité croissante des participants va rendre la prise de décision mondiale plus difficile. Et le manque de consensus entre les puissances établies et les puissances émergentes limiterait la gouvernance multilatérale, ce qui renforcerait la fragmentation. En interne, un déficit de gouvernance. Elles seront stimulées par des changements politiques et sociaux rapides. Il pensait que la transition vers la démocratie serait instable dans de nombreux pays, en particulier ceux situés entre l'autocratie et la démocratie. La Chine et les pays du Golfe vont faire face à un déficit démocratique à mesure que leur niveau de développement dépasse leur gouvernance. Et les nouvelles technologies de communication seront une arme à double tranchant, car elles peuvent permettre aussi bien la mobilisation des citoyens. Quant à la surveillance gouvernementale, c'est une autre prévision qui est également correcte, du moins en partie. Parce que vraiment, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la montée du désordre mondial, et non pas un ordre multipolaire. Mais le manque d'organisation sur la scène internationale crée plus d'instabilité. Et les télécommunications ont vraiment été utilisées comme un bras de fer pour les revendications de groupes qui se sentent lésés, ainsi que par la répression des États. Mais tout comme dans la première prévision, aucune ascension démocratique. Le troisième facteur décisif est le potentiel d'augmentation des conflits. Dans les années 90 et 2000, il y a eu une réduction des grands conflits armés ainsi que des victimes civiles et militaires. Cependant, il voyait des risques croissants de conflits entre États et de conflits internes. Des conflits internes peuvent s'aggraver dans des pays à population mature avec de jeunes minorités ethniques politiquement opposées comme la Turquie, le Liban, la Thaïlande, l'Afrique subsaharienne et certaines régions d'Asie. Ils font face à de grands risques de conflits, en raison de ressources naturelles limitées et de populations jeunes. Les risques de conflits entre États seraient en augmentation à cause des changements dans le système international, et la possible baisse de la capacité des États-Unis à fournir la sécurité mondiale. Cette prévision aurait également semblé erronée jusqu'en 2019, mais depuis lors, nous pouvons voir à quel point elle s'avère très juste. Avec beaucoup de difficultés, le monde de 2030 ne verra plus de conflits, car tout indique aujourd'hui que nous aurons une explosion de conflits internes et externes. D'ici là, le quatrième point est essentiellement une redondance du troisième. En parlant de l'ampleur plus grande de l'instabilité régionale, on prévoit pour la décennie 2020 des dynamiques régionales au Moyen-Orient et en Asie du Sud, avec un plus grand potentiel de provoquer une instabilité globale. Au Moyen-Orient, nous pourrions assister à une explosion démographique des jeunes, laissant place à une population vieillissante exigeant une diversification économique au-delà du pétrole. L'avenir politique sécular tel que le pouvoir iranien ou l'émergence de démocratie serait décisif. Et en Asie du Sud, la croissance lente, les prix élevés des denrées alimentaires et le manque d'énergie vont mettre à l'épreuve la gouvernance au Pakistan et en Afghanistan. Alors que l'Inde devra gérer sa grande population jeune et inégalitaire, l'Asie, sans un cadre de sécurité régionale solide, pourrait voir les tensions augmenter en raison de la crainte du pouvoir chinois. Et des questions sur l'engagement continu des États-Unis. Des changements dans d'autres régions comme une Europe plus centrée sur elle-même ou une Russie sans diversification économique pourraient également menacer la sécurité mondiale. Les avancées en cohésion régionale en Amérique latine et en Afrique subsaharienne renforcent la stabilité. Mais ces régions resteront vulnérables à l'échec des États, offrant des refuges aux réseaux criminels et terroristes. Une autre prévision qui maintenant en 2024 semble correcte. Comme je l'ai déjà mentionné ici à plusieurs reprises, l'Inde est une poudrière. Cela concerne aussi l'ensemble de l'Asie du Sud, y compris le Pakistan et le Bangladesh. Cinquième game changer, discussion sur les impacts et technologies nouvelles. Selon eux, d'ici 2034 domaines technologiques façonneront les développements mondiaux économiques, sociaux, militaires et environnementaux. La technologie de l'information entrera dans l'ère du big data, avec une puissance de traitement et de stockage des données. Devenant presque gratuits, les réseaux et les clouds offriraient un accès mondial et des services complets.
Cette croissance posera des défis aux gouvernements et aux sociétés, qui devront équilibrer les avantages des nouvelles technologies de l'information avec les menaces associées, y compris la crainte d'un État hypervigilant. Les solutions basées sur les technologies de l'information seront essentielles pour maximiser la productivité économique et la qualité de vie dans les mégapoles, tout en minimisant la consommation de ressources et la dégradation de l'environnement. De nouvelles villes pourront être conçues à partir de zéro, permettant la mise en œuvre efficace de nouvelles technologies. Et les nouvelles technologies de fabrication et d'automatisation, l'impression 3D et la robotique, pourraient modifier les modes de travail à l'échelle mondiale. D'un côté, elles pourraient accroître la productivité, mais d'un autre côté, elles pourraient entraîner du chômage. Les États devant alors trouver un équilibre dans cette équation. Des avancées dans les technologies liées à la sécurité des ressources vitales seront nécessaires pour répondre aux besoins mondiaux, dans l'alimentation, l'eau et l'énergie. Des technologies telles que les cultures génétiquement modifiées, l'agriculture de précision, l'énergie solaire et les biocarburants seront essentielles d'ici 2030. Et enfin, de nouvelles technologies de santé. Elles augmenteront l'espérance de vie en améliorant la condition physique, mentale et le bien-être général. Les plus grands gains en longévité en bonne santé auront lieu dans les pays aux économies en développement, à mesure que leurs populations de classe moyenne vont croître et que leurs systèmes de santé, supposément, s'amélioreront. Encore une fois, cette prévision, maintenant en 2024, à l'exception des aspects liés à la santé, semble correcte. De nouvelles technologies menaçant d'impacter la capacité de production et la chaîne économique. Il ne parle pas de l'explosion de l'intelligence artificielle, car ce serait exagéré. Mais l'impression 3D a un potentiel énorme. Et la cybersécurité s'est également révélée cruciale. Comme on le voit dans la guerre en Ukraine, le sixième facteur décisif est le rôle des États-Unis, qui, selon eux, d'ici 2030, devra s'adapter à un environnement plus hostile, plus fragmenté et plus complexe. Bien que le déclin relatif des États-Unis par rapport aux puissances émergentes soit pour eux inévitable, leur futur rôle dans le système international reste incertain, et il peut varier. Il pensait qu'il était probable que les États-Unis resteraient en première position en raison de leur large avance dans plusieurs dimensions du pouvoir et de l'héritage de leur leadership, mais dans un contexte mondial très différent, et leurs alliés occidentaux également confrontés à un déclin économique. Le pouvoir va devenir plus multilatéral et contextuel, exigeant que les États-Unis renforcent leur puissance à travers des réseaux extérieurs et des alliés sur des questions spécifiques. Le succès des États-Unis à gérer ces crises internationales sera fondamental pour maintenir leur position de leader mondial. Un autre point apparemment juste, bien que tout indique que les États-Unis n'ont pas réussi à s'adapter à cette nouvelle réalité. De gérer les circonstances multilatérales et contextuelles. Sa politique étrangère, aujourd'hui, semble bloquée, enfermée et limitée à des aspects idéologiques peu réalistes. Il semble avoir perdu le pragmatisme qu'il avait pendant la guerre froide. Du moins pour l'instant. Alors maintenant, nous avons les 4 types potentiels de monde pour 2030. Le premier scénario serait ce qu'ils appellent le scénario des moteurs arrêtés, où le risque de conflit entre États augmenterait, en raison d'un nouveau grand jeu en Asie illustrant le pire scénario plausible. Si vous ignorez ce qu'est le grand jeu, regardez cette vidéo que je mets aussi en description. Des scénarios plus sombres sont aussi possibles, dont un effondrement total et l'inversion de la mondialisation à cause d'un conflit majeur, comme une première ou seconde guerre mondiale. Mais de tels résultats ne semblent pas probables. Du moins, ils ne semblaient pas l'être. Parce qu'ensuite, nous avons vu dans la vie réelle le conflit en Ukraine éroder encore davantage la mondialisation déjà fragile. Les facteurs derrière un tel résultat seraient les États-Unis et l'Europe, se repliant sur eux-mêmes, n'étant plus intéressés à soutenir leur leadership mondial. Dans ce scénario, la zone euro pourrait se désintégrer rapidement, provoquant une récession en Europe. La révolution énergétique des États-Unis ne se matérialiserait pas, réduisant les perspectives de reprise économique. Un autre scénario, la fusion, serait le meilleur cas plausible. C'est un monde où le spectre d'un conflit croissant en Asie du Sud déclenche des efforts conjoints des États-Unis, de l'Europe et de la Chine, pour imposer un cessez-le-feu. La Chine, les États-Unis et l'Europe se rejoindraient sur d'autres sujets.
Ils collaboreraient également, menant à un changement positif dans les relations bilatérales et, plus important encore, à une coopération mondiale pour relever les défis mondiaux. Dans ce scénario, tout le monde en profite. Le troisième scénario était le génie sorti de la bouteille. C'est un monde d'extrêmes. À l'intérieur de nombreux pays, les inégalités dominent, menant à des tensions politiques et sociales croissantes entre les pays. Il y a clairement des gagnants et des perdants. Par exemple, les pays du noyau de la zone euro, qui sont compétitifs à l'échelle mondiale, s'en sortent bien. Tandis que d'autres, en périphérie, finiraient par être forcés de quitter l'Union européenne, les États-Unis restent la puissance prééminente, gagnant leur indépendance énergétique sans avoir besoin d'énergie extérieure. Les États-Unis, alors, n'essaient plus d'être la police mondiale face à toutes les menaces sécuritaires, seulement face à celles qui touchent directement leurs intérêts. Beaucoup de producteurs d'énergie souffrent de la baisse des prix de l'énergie, échouant à diversifier leurs économies à temps et finissent menacés par des conflits internes. Les villes côtières chinoises prospèrent toujours, mais les inégalités augmentent et divisent le Parti communiste, les mécontentements sociaux s'accroissent. À mesure que les attentes de la classe moyenne ne sont pas satisfaites, sauf pour ceux qui sont bien connectés au gouvernement. Le gouvernement central à Pékin, en difficulté pour gouverner, s'appuie sur le nationalisme. Le dernier scénario décrit un monde dominé par des acteurs non étatiques. Je déteste cette expression, car en pratique elle n'existe pas. Ils prospèrent et prennent la tête de l'affrontement des défis mondiaux. Un consensus croissant mondial, parmi les élites et classes moyennes émergentes, sur les grands défis mondiaux. Cela finirait par former une base de soutien. L'idée d'État-nation ne disparaît pas. Mais les pays organisent et orchestrent, de plus en plus en coalition, des coalitions hybrides d'acteurs étatiques et non étatiques. Les régimes autoritaires sont du mal à s'affirmer politiquement chez eux, et à obtenir le respect dans un monde toujours plus démocratisé. Mais même les pays démocratiques, qui sont attachés à la notion de souveraineté et d'indépendance, trouvent difficile d'opérer avec succès dans ce monde complexe et diversifié. Les pays plus petits et plus agiles, dans lesquels les élites sans cesse sont aussi plus intégrées, ont tendance à mieux s'en sortir que les pays plus grands qui manquent de cohésion sociale ou politique. C'est ainsi que nous voyons les choses. Et qu'en est-il des méga-tendances et des facteurs de rupture ? Sur la base de ce que nous avons aujourd'hui, en 2024, le degré de précision est énorme. Plus élevé que les deux rapports précédents vus sur la chaîne du Monde en 2020 et 2025. Mais bien sûr, il nous reste encore 6 ans devant nous, donc beaucoup de choses peuvent changer. Alors dites-le dans les commentaires. Parmi les 4 types de scénarios mondiaux pour 2030, lequel pensez-vous que nous aurons d'ici là ? Merci à tous, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Suivez-nous aussi sur Telegram et Instagram pour les nouveautés. Et partagez aussi la vidéo avec tout le monde que vous connaissez. À bientôt et à la prochaine vidéo.